As-tu déjà entendu parler de l'étoile en diamant dont la valeur surpasse celle de toutes les richesses de la Terre, ou de ces étoiles scintillantes dont la surface est faite de fer solide? Jetons un coup d'œil à ces étranges astres et essayons de percer leur mystère. Il y a une étoile dans la constellation du Centaure que l'on a surnommée Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, c'est bien le titre d'une chanson des Beatles. On a découvert que cette étoile contenait un diamant massif en son cœur. Mais tu te demandes peut-être quelle est la taille réelle de ce diamant. Eh bien, on l'estime à environ 10 milliards de billions de carats. Un 1 suivi de 34 zéros. Pour mettre cela en perspective, le diamant Hope, l'un des plus gros diamants sur Terre, ne fait que 45,5 carats. Peux-tu imaginer la taille de la bague que tu pourrais fabriquer avec ce diamant stellaire? Et il a à peu près la même masse que notre Soleil. Mais ne t'emballe pas trop vite à l'idée de posséder ce diamant. Même si tu étais Jeff Bezos, tu ne pourrais pas te l'offrir. Selon Ronald Winston, PDG de la société Harry Winston, la taille de ce diamant risquerait de faire chuter les cours du marché. Tu devras donc te contenter d'une bague de fiançailles beaucoup plus petite. Une chose intéressante à propos de Lucy in the Sky with Diamonds est qu'elle est incroyablement dense. Sa masse est celle du Soleil, mais à l'intérieur d'un diamètre équivalent à un tiers de celui de la Terre. Comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte à chaussures. Et pourtant, malgré cette taille imposante, elle est relativement froide, avec une température centrale d'environ 6649 degrés Celsius seulement. En comparaison, la température centrale de notre Soleil est d'environ 15 millions de degrés. Depuis la découverte de Lucy in the Sky with Diamonds, on a trouvé plusieurs autres étoiles cristallisées, dont certaines ont un cœur de diamant de la taille de la Terre. Cela prouve bien que l'univers est plein de surprises, et qu'on ne sait jamais quel genre de trésor on découvrira dans la vaste étendue de l'espace. Nous avons trouvé d'autres curieuses étoiles. Il y a beaucoup de choses étranges et inexpliquées dans l'espace. Prenons l'exemple de Vega. Vega, qu'on appelle aussi Alpha Lyrae, est une étoile située dans la constellation de la Lyre. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et elle est facilement visible à l'œil nu dans la plupart des régions du monde. Pour nous, habitants de l'hémisphère nord, Vega est une belle étoile lumineuse. Mais nous avons découvert l'un de ses secrets. Elle est en fait un peu écrasée. Sa vitesse de rotation fait qu'elle se renfle à l'équateur, comme si elle avait un peu de ventre. Elle tourne une fois toutes les 12,5 heures, ce qui est assez rapide pour une étoile. Et elle projette de la matière autour d'elle. C'est un peu comme si elle faisait du hula hoop. Cette matière étant assez éloignée de son centre, elle subit donc moins la gravité, ce qui la refroidit et l'assombrit. On appelle ça assombrissement par la gravité. Vega est donc le pire cauchemar d'un conseiller en fitness cosmique. Pour nous qui l'observons, elle paraît toujours ronde, parce que nous la regardons depuis l'extrémité du pôle de la Terre. Si nous l'observions depuis un autre angle, nous aurions une vue très différente. Et nous nous demanderions si Vega ne se goinfre pas de beignets cosmiques quand nous lui tournons le dos. Mais même si nous nous moquons un peu de son tour de taille, il est indéniable que Vega reste l'une des étoiles les plus fascinantes de notre galaxie. Mais tu veux voir quelque chose de vraiment brillant? Que dirais-tu d'une supernova? Les supernovas sont de gigantesques explosions qui se produisent lorsque les étoiles atteignent la fin de leur vie. C'est comme le bouquet final d'un feu d'artifice, mais à l'échelle cosmique. Elle libère plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'étoile que nous allons voir maintenant. Un objet céleste nommé IPFT I4HLS. Mais il y a un hic. Il ne s'agit pas d'une supernova ordinaire. Cette étoile a bien explosé en 2014 et a commencé à s'éteindre comme attendu. Mais elle a ensuite recommencé à briller.
Tu parles d'une entrée en scène. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a continué à s'éteindre, puis à s'illuminer au moins 5 fois au total. Un peu comme un yo-yo. C'est comme si elle n'arrivait pas à décider si elle voulait continuer à briller ou s'éteindre pour toujours. En outre, lorsque les scientifiques ont mesuré le spectre de cette supernova, ils ont constaté qu'elle évoluait 10 fois plus lentement que les autres étoiles. Peut-être qu'elle souhaite simplement profiter un peu de sa vieillesse. En somme, cet objet est un véritable mystère. Mais ce n'est pas la seule étoile souffrant du syndrome 2 en 1. À première vue, MY Camelopardalis semble assez ordinaire. Mais en y regardant de plus près, les astronomes ont découvert qu'il s'agissait en fait de 2 étoiles. Elles tournent l'une autour de l'autre à plus de 950 000 km/h. Il s'agit d'un système stellaire binaire à contact, ce qui signifie que les étoiles sont si proches l'une de l'autre qu'elles partagent une enveloppe commune. En d'autres termes, elles sont si proches qu'elles se bécotent, littéralement. Ces Roméo et Juliette célestes sont l'une des étoiles binaires les plus massives que l'on connaisse. Elles pèsent respectivement 32 et 38 masses solaires. Et nos astronomes pensent qu'elles pourraient être sur le point de fusionner. Ce qui signifie qu'un jour, elles pourraient se combiner pour former une super étoile géante. Qui aurait cru que l'espace pouvait être si romantique ? Voici maintenant un autre nom à rallonge. HD 140283, l'étoile Mathusalem. Ce petit bonhomme dans la constellation de la Balance existe depuis un bout de temps. Et par un bout de temps, je veux dire très très longtemps. En fait, les scientifiques pensaient qu'elle était plus vieille que l'univers lui-même. Imagine un peu si c'était vrai. Mais ils ont fini par découvrir qu'elle avait environ 14 milliards d'années, soit le même âge que notre univers. C'est quand même assez impressionnant. Elle est si vieille qu'elle se souvient de l'époque où la Voie lactée n'était qu'une petite galaxie. Malgré tout, elle a encore un peu de vie en elle. Elle commence tout juste à se transformer en géante rouge, ce qui est un peu comme lorsque tu atteins la trentaine. Elle vieillit donc assez bien. Mais si toutes ces choses restent plus ou moins compréhensibles, que dire de cette étoile que les astronomes ont surnommée WTF, ou qu'est-ce que c'est que ce truc ? On l'appelle aujourd'hui l'étoile de Tabby. Elle a aussi un nom plus scientifique, mais il est un peu long. Ce qui est vraiment bizarre chez elle, c'est sa luminosité irrégulière. Pour une raison inconnue, elle ne brille pas comme une étoile normale. Elle clignote, comme quand on allume et éteint une lampe de poche. Et il ne s'agit pas d'une petite baisse de luminosité, mais d'une chute de 22%. Ce n'est donc pas parce qu'un objet viendrait la cacher de temps à autre. Les scientifiques ont toutes sortes de théories sur ce comportement étrange. Des comètes, de la poussière, une mégastructure extraterrestre. Oui, mais avant que ton imagination ne s'emballe, il est important de noter que l'explication la plus probable est celle de la poussière. L'étoile serait entourée d'une espèce de nuage de poussière qui nous empêcherait parfois de la voir nettement. Mais cette explication n'est pas encore confirmée à 100%. Et il reste encore beaucoup de mystères autour de l'étoile de Tabby. Une chose est sûre, elle est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce qui la rend si fascinante. Et voilà, mon ami. Nous restons émerveillés par l'incroyable diversité et par l'étrangeté du cosmos. Il y a encore tant de choses à découvrir, alors continuons à explorer l'univers à la recherche de ces fabuleux trésors. Ça y est, le télescope James Webb a été entièrement déployé. Si tu t'intéresses à l'astronomie ou à l'espace, tu peux te réjouir de cette avancée. Et voici pourquoi. Pour commencer, il est énorme. Le miroir primaire du JWST fait plus de 6 mètres de large. Le télescope spatial Hubble, le précédent plus grand œil de l'espace, a un miroir d'environ 2,27 mètres.
À titre de comparaison, si tu plaçais les deux télescopes côte à côte, ce serait comme mettre un cheval à côté d'un éléphant. Un gros éléphant adulte. Il y a une raison parfaite pour laquelle le Webb, comme on l'appelle affectueusement, est massif. Ce n'est pas un télescope optique au sens traditionnel du terme, comme la plupart de ses semblables. Le JWST est un télescope infrarouge. Il perçoit la chaleur. La lumière infrarouge a une longueur d'onde plus longue que la lumière visible. Il a donc besoin d'un miroir plus grand pour focaliser cette lumière. Avec le télescope spatial James Webb, nous avons deux choses jamais vues auparavant. D'une part, une technologie inédite et d'autre part, des missions scientifiques incroyables. Les missions et la technologie sont toutes deux à la pointe du progrès. Le Webb est un exemple classique d'ingénierie au service de la science. Grâce à sa plus grande capacité de collecte lumineuse, le télescope spatial James Webb pourra capter des images de choses que nous n'avons jamais pu voir auparavant, mais que nous avons toujours voulu voir. Des choses comme les exoplanètes, les premières galaxies de l'univers, et des étoiles et des planètes se formant à l'intérieur de nébuleuses. Sans compter qu'il y aura aussi sans doute beaucoup de surprises. Le télescope spatial James Webb a plusieurs trucs technologiques dans sa manche, qui promettent de déboucher sur les plus grandes découvertes scientifiques. Le Webb possède un coronographe, qui plus est, très spécial. Le coronographe est l'outil qui permettra de prendre les premières vraies photos d'exoplanètes. Le coronographe bloque la lumière vive et ponctuelle des étoiles dont nous savons déjà qu'elles ont des planètes en orbite autour d'elles. Sans le coronographe, la lumière de ces étoiles rendrait les choses trop brillantes pour voir les exoplanètes, qui sont des centaines de milliers de fois plus ternes que leur étoile. Mais avec le coronographe qui bloque la lumière des étoiles, les exoplanètes sont visibles. Et le coronographe du JWST peut bloquer la lumière d'une centaine d'étoiles en même temps. Nous pouvons nous attendre à un essaim d'exoplanètes. Cela nous amène au prochain gadget high-tech dont le JWST est équipé, un spectrographe sans fente. Habituellement, un spectrographe ordinaire a une fente pour permettre à un éclat de lumière d'entrer et d'être diffracté. La diffraction est la dispersion de la lumière pour révéler le spectre des longueurs d'onde qui la composent. Mais le travail du télescope spatial James Webb est si sensible qu'un éclat de lumière submergerait l'optique. Un spectrographe sans fente a donc été installé. La lumière des étoiles recueillie par le grand miroir est envoyée dans un câble en fibre optique pour n'envoyer qu'un seul point de lumière dans le spectroscope. Et c'est là que le grisme prend le relais. Sir Isaac Newton a utilisé un prisme pour découvrir le spectre de la lumière du Soleil, comme tu t'en souviens peut-être. Mais le Webb utilise un grisme. C'est un mot anglais fabriqué à partir de deux autres, Grated Prism, qui signifie prisme à grille. Cela signifie qu'il a de toutes petites rainures qui diffractent le point de lumière que le grand miroir envoie le long du câble en fibre optique et dans le spectrographe. La science qui consiste à lire un spectre de lumière s'appelle la spectroscopie. En analysant les spectres lumineux provenant des exoplanètes, le JWST déterminera quels gaz se trouvent dans l'atmosphère de celle-ci, ainsi que leur densité et même leur température. C'est une avancée incroyable dans nos connaissances. Nous serons capables de dire si une planète contient de l'oxygène ou de l'azote ou du méthane, voire d'autres gaz qui pourraient ou non indiquer que la planète est habitable. Une autre Terre peut-être. Actuellement, le JWST est stationné dans son emplacement permanent. Contrairement au télescope spatial Hubble qui tourne autour de la Terre, le télescope spatial James Webb tourne autour du Soleil. Il orbite autour du Soleil à l'un des points d'équilibre gravitationnel entre le système Terre-Soleil. Il reste simplement là, n'utilisant pas ou très peu de carburant pour maintenir sa position. Comme la Terre est en orbite autour du Soleil, le James Webb stationne à un endroit qui est aussi en orbite autour du Soleil. Il existe 5 points d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. On les appelle les points de Lagrange, du nom de leur découvreur, Joseph-Louis Lagrange, au XVIIIe siècle. Le Webb est stationné sur le point L2, le deuxième des 5 points de Lagrange, qui se trouve à 1,5 million de kilomètres dans l'espace, bien au-delà de la Lune. Tout cela pour observer un point de lumière infrarouge. Mais d'abord, les ingénieurs doivent trouver ou acquérir ce point de lumière. Pour obtenir un point de lumière infrarouge, les 18 miroirs hexagonaux ont dû être dépliés depuis leur position à l'intérieur de la fusée Ariane qui a envoyé le Webb dans l'espace. Une fois les miroirs dépliés, leurs positions doivent être ajustées avec une précision microscopique pour que les 18 miroirs produisent une seule image. Plusieurs moteurs minuscules sont fixés à chaque segment de miroir pour effectuer ces ajustements. Ces moteurs, qui doivent être activés individuellement, vont progressivement tirer les segments de miroir en forme de nid d'abeille pour les aligner.
c'est une partie essentielle de la mission et il faut des mois pour la mener à bien. Pour aligner les miroirs afin de produire un seul point lumineux, le télescope spatial James Webb ne doit pas être secoué. Il doit être maintenu absolument immobile. Et cela nécessite deux autres technologies de pointe, le pare-soleil et le refroidisseur cryogénique. Dans l'espace, la lumière directe du Soleil est très chaude et l'ombre est très froide. C'est pourquoi le télescope spatial James Webb a apporté son propre pare-soleil de haute technologie qui est énorme puisqu'il est aussi grand qu'un court de tennis. Composé de 5 couches individuelles de film Kapton d'1 mm d'épaisseur seulement, chaque couche du pare-soleil a dû être déployée individuellement à distance à l'aide d'un système de 8 moteurs et 139 actionneurs comprenant des milliers de pièces. Le but du pare-soleil est d'aider le JWST à rester froid. Plus il est froid, mieux c'est. Quant au refroidisseur cryogénique, il sert à le rendre encore plus froid. La température peut être mesurée de 3 façons différentes. En degrés Fahrenheit, où l'eau gèle à 32 degrés et bout à 212, en degrés Celsius, où l'eau gèle à 0 degrés et bout à 100 degrés, mais aucun de ces thermomètres n'a de point de départ. Au XIXe siècle, Lord Kelvin a donc imaginé une troisième échelle de température, l'échelle Kelvin, qui commence au zéro absolu, la température la plus froide possible. Le refroidisseur cryogénique embarqué refroidira le JWST à seulement 7 degrés Kelvin, soit 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À cette température, pratiquement toute la chaleur des moteurs sera éliminée et le télescope pourra se focaliser sur la lumière d'un seul point sans qu'aucun bruit, autrement dit mouvement, n'interfère avec la qualité de l'image. Enfin, après que toute cette incroyable technologie ait été mise en fonctionnement à distance et comme prévu, nous sommes presque prêts à observer les images infrarouges du miroir géant multisegmenté dont dispose le télescope spatial James Webb. Presque prêt. Un télescope peut collecter toute la lumière qu'il veut, mais au final, il doit aussi être capable de détecter ce qu'il a collecté. Si la lumière n'est pas détectée, elle n'est pas vraiment observée. C'est là qu'interviennent les détecteurs infrarouges. Le Webb en possède 15. Ce matériau semi-conducteur spécialement fabriqué produit une légère charge électrique lorsqu'il est frappé par un photon de lumière infrarouge. Les détecteurs infrarouges du Webb peuvent produire une image haute définition d'1 million de pixels. Quelques-uns des détecteurs peuvent même produire une image de 4 millions de pixels. Ils doivent être suffisamment durables pour durer 10 à 20 ans, sans se déformer ou se corrompre, tout en travaillant à 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À eux seuls, les détecteurs infrarouges du JWST sont une merveille d'ingénierie. Mais de quoi vont-ils prendre des photos ? On en vient aux missions du JWST. Elles sont aussi à la pointe du progrès. 70 des 280 premières observations cibles sont des exoplanètes. Y a-t-il une autre Terre ? Quelles exoplanètes semblent habitables ? Le télescope Webb fournira une analyse spectroscopique détaillée de l'atmosphère de milliers d'exoplanètes connues. Pour la première fois, nous verrons des images d'exoplanètes telles qu'elles apparaissent dans la lumière infrarouge. La cosmologie, l'étude de l'univers, est peut-être la mission principale du Webb. Les galaxies qui s'éloignent si vite que leur lumière est étirée dans l'infrarouge seront une cible de choix pour l'étude. Des centaines d'heures d'observation sont nécessaires pour recueillir la faible lumière infrarouge de ces premières galaxies formées après le Big Bang. Le JWST nous donnera une image de ce à quoi ressemblait l'univers naissant. Les astronomes apprendront de nouvelles informations sur l'énergie noire, qui est à l'origine de l'expansion de l'univers, et sur le rôle que jouent peut-être les trous noirs dans la formation des galaxies. La formation d'étoiles dans la Voie lactée et les galaxies proches fait aussi partie des missions du Webb. En donnant une image à des centaines de systèmes solaires se formant autour d'étoiles naissantes, les astronomes établiront une histoire précise du développement des systèmes solaires. Désormais, les faits remplaceront la théorie et un grand pas en avant sera fait dans notre compréhension de l'espace. Le télescope spatial James Webb est un projet audacieux qui marquera un jalon important dans l'histoire de la science. Récemment, des scientifiques chinois ont découvert quelque chose d'intéressant sur la Lune. Un cristal inhabituel. Ils ont aussi découvert que ce cristal contient un élément qui peut littéralement remplacer le combustible nucléaire. Alors, creusons un peu le sujet. La composition de la Lune est longtemps restée un mystère pour nous. Un demi-siècle s'est déjà écoulé depuis la mission Apollo 11. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup voyagé sur la Lune depuis. Et il n'est donc pas surprenant qu'il ne soit pas si facile pour nous de l'étudier. Mais récemment, une percée a été réalisée dans ce domaine.
En décembre 2020, des scientifiques chinois ont envoyé la sonde Chang'e 5 sur la Lune. La mission a été nommée d'après l'ancienne divinité chinoise de la Lune, Chang'e. Plutôt poétique, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, la sonde s'est rendue sur la face la plus proche de la Lune. Elle a passé plusieurs jours à creuser la surface et les roches, puis elle est revenue sur Terre. Au total, elle a collecté environ 2 kilos de diverses roches lunaires, comprenant du basalte, de la lave solidifiée et d'autres. Cela ne semble peut-être pas très impressionnant, mais c'est en fait une mini-percée. Après tout, on n'a plus récolté d'échantillons lunaires depuis 1976. Or, ces échantillons sont très importants pour apprendre l'histoire de notre monde. On s'est battu pendant des années pour découvrir, par exemple, comment la Lune est née. Il y avait beaucoup de théories, mais on n'arrivait toujours pas à trouver de preuves solides pour aucune d'entre elles. Mais grâce aux dernières missions et à certaines simulations informatiques, les scientifiques ont enfin découvert la vérité. La Lune est née lorsqu'une planète quelconque s'est écrasée sur notre Terre il y a plusieurs millions d'années. Cette planète naine était légèrement plus petite que Mars. Des fragments de la Terre sont partis dans l'espace, mais certains sont restés dans notre orbite. Puis ils se sont collés ensemble et ont formé la Lune. Cela semble effrayant, mais en réalité, la naissance de la Lune est la meilleure chose qui soit arrivée à notre planète. Sans ce magnifique satellite, tous nos océans seraient encore de petites flaques d'eau. La vie ne serait pas du tout apparue sur Terre. C'est donc déjà une découverte incroyable en soi. Mais ce n'est pas tout. En étudiant les roches collectées, les scientifiques de l'Institut de recherche de Pékin ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un cristal lunaire rare. Ça a l'air plutôt banal, n'est-ce pas? Juste un minuscule monocristal et transparent de l'épaisseur d'un cheveu humain. On avait fait de telles trouvailles sur la Lune auparavant. Ces cristaux se sont formés à la suite d'une activité volcanique, tout comme certains grenats sur la Terre. Car l'endroit où ils ont découvert ces cristaux a aussi connu des éruptions volcaniques. Il y a 1,2 milliard d'années. Cela signifie que ce petit cristal a plus d'1 milliard d'années. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui importe vraiment, c'est que ce cristal est fait d'un matériau unique, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Des chercheurs de l'Association minéralogique internationale ont confirmé qu'une telle composition ne peut être trouvée nulle part sur Terre. Le cristal a été nommé Chang'ezite Y, encore une fois d'après la même divinité chinoise de la Lune. Et c'est un autre exploit. C'est le 6e minéral précédemment inconnu que nous avons trouvé sur la Lune, et le tout premier trouvé par la Chine. Elle est maintenant devenue le 3e pays au monde à faire une telle découverte lunaire. Cependant, ce minuscule cristal n'est pas la seule chose remarquable qu'ils ont trouvée. Après avoir étudié ce joyau et environ 140 000 autres particules lunaires, les scientifiques ont découvert autre chose. Ils ont trouvé de l'hélium-3. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est l'un des éléments qui alimentent le Soleil et les autres étoiles de notre univers. On a tendance à dire des choses comme éteindre le soleil brûle, et ainsi de suite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes pensent réellement que le soleil est une énorme boule de feu. Mais ce n'est pas le cas. Sa combustion est en fait un processus complètement différent, qui s'appelle fusion nucléaire. Le processus en lui-même est assez simple. Pendant cette réaction, l'hydrogène de l'étoile se transforme en hélium. Mais ce processus simple est en fait l'une des réactions les plus violentes et les plus puissantes de l'univers. Il y a un véritable bouillon de particules à l'intérieur du Soleil. Les noyaux d'hydrogène qui s'y agitent en tous sens se repoussent constamment les uns les autres car ils sont tous chargés positivement. Et ils pourraient continuer à le faire sans déranger personne, s'il n'y avait pas les étoiles. Les étoiles sont un peu espiègles. Leur gravité est si forte qu'elles attrapent des milliards de ces petits atomes et les serrent les uns contre les autres. En se combinant les uns les autres, ces atomes créent de nouveaux éléments lourds, comme l'hélium mentionné. Et lorsque cela se produit, ils projettent beaucoup d'énergie dans l'espace. C'est ainsi que le Soleil brûle. En même temps, il répand une quantité d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer. Bon, mais qu'est-ce que l'hélium-3 ? Eh bien, c'est un élément qui pourrait faire de l'ombre même au Soleil. La fusion des atomes d'hélium-3 libère encore plus d'énergie que dans une fusion nucléaire typique. Et surtout, elle ne pollue pas l'atmosphère avec des éléments nocifs comme les radiations. Nous avons très
très peu d'hélium-3 sur Terre. Sa prévalence dans notre atmosphère est d'environ 1 sur 1 million. Et en plus, il essaie constamment de s'échapper pour retourner dans l'espace. Cependant, les scientifiques ont récemment découvert qu'il y a un endroit qui contient beaucoup de cet élément. Oui, tu l'as deviné, c'est la Lune. On pense qu'il y a plus d'hélium-3 sur la Lune que sur la Terre à cause des vents solaires. Le Soleil a bombardé la Lune d'hélium-3 pendant des milliards d'années. Si bien qu'aujourd'hui, il y en a partout. Ce n'est pas si impressionnant si on la compare à Jupiter ou Saturne, par exemple. Mais n'oublie pas la quantité d'énergie qu'il peut libérer. Il faut savoir qu'avec seulement 25 tonnes d'hélium-3, il serait possible de fournir de l'énergie aux États-Unis pendant une année entière. Or, il y en a environ 350 000 tonnes sur Terre et plus d'1 million de tonnes sur la Lune. Ces seules sources pourraient subvenir aux besoins de l'ensemble des États-Unis pendant des milliers d'années. Donc, en gros, à l'avenir, l'hélium-3 pourrait devenir une nouvelle source de combustible. Et il surpasse le combustible nucléaire dans pratiquement tous les domaines. L'hélium-3 ne laisse pas de déchets ni de radiation nocifs. Il est plus puissant et pas si dangereux. En d'autres termes, cette énergie écologique et efficace pourrait être une révolution pour notre planète. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ? Il y a un petit hic. Malheureusement, on n'a encore rien trouvé d'aussi puissant et chaud que les étoiles. Or, pour utiliser l'hélium-3, on a besoin de température et de pression démentes. Il nous faut un réacteur thermonucléaire, et on n'a aucune idée de comment le construire pour l'instant. Et même si on pouvait le chauffer à de telles températures et obtenir la pression nécessaire, on ne sait toujours pas vraiment comment manipuler l'hélium-3 correctement. Par conséquent, même si on a une quantité infinie d'hélium-3, on ne pourra toujours pas l'utiliser. Mais il y a un élément potentiel derrière l'hélium-3, que plusieurs pays ont déjà commencé une course aux ressources lunaires. Et maintenant que Chang'e 5 a découvert un nouveau gisement d'hélium-3 sur la face la plus proche de la Lune, cette course pourrait devenir mondiale. Par exemple, la Chine prévoit déjà une nouvelle mission lunaire en 2024, Chang'e 6. Pendant cette mission, les Chinois veulent collecter les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. Comme tu peux le voir, trouver ce cristal lunaire était très important pour nous. Ces cristaux peuvent nous aider à trouver de nouvelles façons de créer de l'hélium-3. Et si on y parvient, l'humanité entrera dans une nouvelle ère. Mais pour y parvenir, on doit encore résoudre un certain nombre de problèmes. Comment livrer un tas de ces cristaux lunaires sur Terre ? Comment leur faire produire de l'énergie ? Et ainsi de suite. Espérons qu'à l'avenir, ces problèmes seront résolus et qu'on trouvera un moyen de produire une énergie propre, sûre et illimitée. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète.
C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel. La traîne lunaire ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus n'est pas près de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère. Aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau. Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique, et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique. Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. Et maintenant, multiplions ce chiffre par le nombre de galaxies dans l'univers, tout en gardant en tête que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil, et encore plus de planètes comparables à la Terre, dont certaines sûrement très similaires. Et maintenant, tiens-toi bien, il se pourrait que nous soyons capables de marcher debout grâce aux explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a envoyé des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère de la Terre qui se sont transformées en orages. Ceux-ci ont ensuite provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique, où vivaient les premiers êtres humains. Les incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé,
et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour pouvoir survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Cela s'est produit dans l'amas Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, la déflagration était égale à 20 milliards de milliards, soit 18 zéros d'explosions mégatonnes se produisant à raison d'une fois par milliseconde pendant 240 millions d'années. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes se produisaient fréquemment, environ 2 par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes martiens ont été détectés. Ce sont les premières secousses sismiques détectées sur un autre corps spatial que la Terre ou la Lune. La mission a également permis de révéler un autre phénomène mystérieux en captant d'étranges pulsations magnétiques. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. La source de ces impulsions n'a toujours pas été clarifiée à ce jour. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle compte environ plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre? Qui pourrait l'oublier? Il y a peut-être eu un autre show galactique qui s'est mal terminé pour au moins 75% de la vie sur notre planète. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernova s'est produite aux alentours de 65 années-lumière de nous. Et les rayons cosmiques qu'elle a envoyés ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. C'est ce qu'on appelle un voisinage difficile. Mars présente plusieurs visages, et ce n'est pas qu'une expression. En 1976, lorsque la sonde Viking 1 explorait la planète rouge, elle a saisi une image intrigante. Une grande structure ressemblant à un visage humain dans la région de Sidonia. Cette découverte a rapidement suscité l'engouement. Plus tard, une autre structure nommée le visage couronné a été identifiée dans les montagnes de Libia Montes. De façon générale, Mars regorge de formations étranges et mystérieuses. En 2022, une nouvelle découverte a fait sensation. Une formation rocheuse ressemblant à une porte. Le rover Curiosity de la NASA a photographié un monticule surnommé les falaises de l'Est sur le mont Sharp, où l'on distingue des fissures naturelles, dont l'une évoque la taille d'une petite porte, semblable à l'entrée d'une ancienne tombe égyptienne. Cette image a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, amplifiant l'intérêt du public de manière démesurée. Certains y voyèrent même un indice de la présence d'une vie extraterrestre. Cependant, après une analyse approfondie, la NASA a conclu qu'il ne s'agissait que d'une étroite fissure dans le relief rocheux. Ces formations sont courantes, tant sur Terre que sur Mars, et se forment naturellement sous l'effet de l'érosion éolienne ou des séismes martiens. Mars est une véritable mine d'or de formations énigmatiques. Récemment, d'étonnantes structures concentriques y ont été découvertes. D'immenses spirales de lave, ressemblant à de gigantesques ressorts. Pendant des années, le débat restait ouvert quant à l'origine des vallées martiennes, formées soit par la lave, soit par la glace. Ces spirales de lave apportent un éclairage nouveau sur ce mystère. Grâce aux images fournies par l'orbiteur Mars Reconnaissance, les chercheurs ont identifié 269 spirales de lave dont la formation ne peut pas être attribuée à des processus liés à la glace. Ce qui est particulièrement captivant, c'est que ces spirales de lave sont similaires à celles observées sur Terre, notamment dans les coulées de lave hawaïennes. Leur état de conservation est si remarquable qu'elles ont longtemps échappé à l'attention des chercheurs. Leur diamètre varie de 16 à 30 mètres, et elles se fondent discrètement dans le paysage poussiéreux. Ces spirales pourraient nous révéler beaucoup sur la composition de Mars, en particulier sa croûte et son manteau, des éléments sur lesquels nos connaissances restent limitées. Cependant, Mars n'est pas la seule planète à abriter des structures insolites. Saturne, la géante gazeuse, présente une caractéristique fascinante à son pôle nord. Un immense hexagone formé par des nuages disposés en ce motif géométrique. Cet hexagone mesure environ 15 000 km de long, ce qui le rend plus vaste que le diamètre de la Terre. On pense qu'il s'agit d'un courant jet composé de gaz se déplaçant à grande vitesse, soit près de 320 km/h. Cet hexagone a été repéré pour la première fois par la mission Voyager dans les années 80, et a ensuite été observé de près par la mission Cassini en 2006, qui a dénoté un changement de sa couleur, passant du bleu à une teinte dorée au fil du temps. Plusieurs théories tentent d'expliquer l'origine de cette formation. L'une d'elles suggère qu'elle résulte des vents qui se déplacent à des vitesses différentes près des pôles de Saturne.
Des expériences en laboratoire ont recréé des formes similaires en faisant tourner des liquides à des vitesses variées. Une autre hypothèse propose qu'un courant d'air lent et tourbillonnant, associé aux conditions météorologiques uniques de Saturne, pourrait être à l'origine du phénomène. En 2020, des observations ont révélé que lorsque des tempêtes étaient entourées de vents soufflant en sens inverse, elles pouvaient engendrer une forme hexagonale stable. Pour l'instant, cette explication est considérée comme la plus plausible. Saturne possède également des lunes aux caractéristiques insolites, notamment Japet. Cette lune se distingue par une étrange crête qui entoure son équateur, semblable à une ceinture géante, ce qui lui donne l'apparence d'une noix gigantesque. Cette crête est impressionnante par ses dimensions, haute d'environ 13 à 19 000 mètres de hauteur et s'étendant sur 200 km de largeur, elle couvre plus des 3/4 de la surface de cette lune. Il s'agit de la 3e plus grande chaîne de montagnes du système solaire, et son origine demeure un mystère, car rien de similaire n'a été observé sur d'autres corps célestes. Une hypothèse suggère que cette crête pourrait être le vestige d'une lune morte. Il y a des milliards d'années, un impact colossal aurait projeté des éclats de Japet formant une mini-lune ou sous-satellite. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de Japet, cette mini-lune se serait fragmentée, créant un anneau de débris autour de la lune principale. Au fil du temps, ces débris seraient retombés sur Japet, formant ainsi la crête massive que l'on observe aujourd'hui. Ce processus aurait pu se dérouler sur à peine quelques siècles. La distance suffisante entre Japet et Saturne a permis à la gravité de la planète géante de ne pas perturber ce phénomène, mais des simulations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette théorie. Titan, une autre lune de Saturne, présente également des phénomènes étranges dans ses mers de méthane. Les scientifiques ont détecté des zones brillantes surnommées les îles magiques, qui apparaissent et disparaissent mystérieusement et dont nous ignorons la nature. L'atmosphère de Titan recèle de nombreuses molécules organiques complexes qui se regroupent et tombent à sa surface sous forme de neige. Les îles magiques observées pourraient être constituées de ces amas absorbant du méthane, ce qui les ferait couler très lentement. Mais cela pose un problème. Dans l'eau, les molécules ont tendance à s'agripper les unes aux autres, ce qui permet à certains objets de flotter. En revanche, le méthane a une affinité particulière pour d'autres molécules, entraînant une immersion rapide des solides. Pourtant, ces îles magiques ne semblent pas s'enfoncer. Une théorie propose que ces îles pourraient être des formations de glace poreuses, agissant comme des éponges. Lorsque des fragments de cette glace percée se détachent du bord des lacs, ils peuvent flotter temporairement à la surface des mers de Titan avant de sombrer. D'autres théories envisagent la possibilité de bulles de gaz d'azote ou encore de vagues générées par le vent. De nouvelles études sont nécessaires pour confirmer l'une ou l'autre de ces explications. Les lunes ont tendance à être étranges. Il suffit de regarder la nôtre. En 1971, une zone dépourvue de sol a été découverte sur notre satellite, donnant l'impression d'un lac bleuté. Ce lieu mystérieux a été baptisé Ina. Il a été repéré pour la première fois lors de la mission Apollo 15 en 1971. Puis des images plus nettes ont été prises par la mission Apollo 17. Cette formation, qui a la forme d'un dé bleuâtre, est l'une des particularités les plus insolites de notre Lune. La teinte bleue d'Ina provient de roches riches en titane, appelées basaltes, qui recouvrent son sol. On trouve également des zones bleuâtres près des bords des monticules situés à l'intérieur. Ce site est unique et semble posséder une histoire ancienne, probablement marquée par une activité volcanique. Les monticules à l'intérieur d'Ina datent d'environ 3,5 milliards d'années, soit un âge similaire à celui du bouclier volcanique environnant. Notre Lune possède également son propre visage, tout comme ceux que l'on trouve sur Mars. Près du pôle sud lunaire, une région donne l'apparence d'un visage, mais il ne s'agit en réalité que d'un agencement de cratères et d'ombres qui, vus de loin, évoquent cette forme familière. Ces cratères, présents depuis des milliards d'années, couvrent environ 16% de la surface lunaire. Certains d'entre eux pourraient même abriter de l'eau et de la glace. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de visages apparaissent dans notre système solaire. Cela s'explique par le fait que notre cerveau est programmé pour les reconnaître, même là où il n'y en a pas, un phénomène connu sous le nom de pareidolie. Notre esprit cherche constamment à interpréter les formes et, lorsqu'il perçoit quelque chose qui rappelle vaguement une forme humaine, il l'interprète comme une image familière. Ainsi, vous pourriez déceler une silhouette sur une chaise recouverte de vêtements. Et même sur Mercure, certains distinguent des formes rappelant Mickey Mouse. Rassurez-vous,
Il ne s'agit pas de vie extraterrestre, mais simplement de notre cerveau qui nous joue des tours, nous amenant à percevoir des formes familières là où elles n'existent pas vraiment. Et si le soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum. Une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin.
Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenu à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites? Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du Soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le Soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures.